Et l'on reprend donc notre vidéo sur les villes dans l'Empire romain. À toi Jean-Michel. Donc si je résume, les gens viennent en ville, ils y meurent, et chaque année, on en ramène des nouveaux. Il fallait quand même que les villes soient sacrément attractives. Et bien justement, économiquement, elles l'étaient. Si les villes représentaient 20% de la population de l'Empire, elles représentaient quasiment un tiers de son PIB. C'est intéressant parce que c'est en gros le même ratio de différence de richesse entre les villes et les campagnes aujourd'hui en France. C'est assez parlant en fait sur les facteurs d'attractivité ou de répulsion des villes à travers les âges. C'est un peu toujours pareil. Les villes, on y vient parce qu'il y a plus d'opportunités, notamment professionnelles, mais c'est un environnement moins sain. Alors à l'époque c'était la variole, aujourd'hui c'est les particules fines, en gros c'est la même chose. Alors quelle était la structure de l'économie urbaine? En fait il y avait 3 piliers. L'artisanat, la construction et le commerce. Commençons par l'artisanat. En fait l'Antiquité avait cela de caractéristique que les riches propriétaires terriens habitaient en ville, notamment pour pouvoir participer à la politique. Ces propriétaires tirent leur argent des terres agricoles et viennent le dépenser en ville, où ils font ainsi vivre toute une classe moyenne d'artisans en leur achetant toutes sortes d'objets que nous avons présentés dans la dernière vidéo. Bon, quand je dis artisanat, il y a pas mal de prostitution, hein. C'est pas que des casseroles et des cuillères. Hein. La construction était un secteur qui drainait également beaucoup d'investissements et d'emplois, et notamment pour les esclaves. Les riches propriétaires terriens faisaient construire des villas, les domus, pour leur confort personnel. Il y en avait environ 2000 à Rome, à son apogée, et des insulae, qui sont des immeubles qu'ils louent ensuite à la classe moyenne. Rome comptait 50 000 de ces immeubles. Vous savez combien il y a d'immeubles aujourd'hui à Paris? 90 000. Ben, c'est pas très loin. Hein. Et enfin, les autorités utilisaient l'argent des conquêtes militaires pour pouvoir construire des monuments à la gloire de l'Empire. L'exemple le plus marrant, c'est les thermes de Caracalla, qui ont coûté 60 millions de sesterces, c'est-à-dire de quoi faire vivre 30 000 ouvriers pendant les 4 ans du chantier. Sur 1 million d'habitants, ça fait de l'emploi. Hein. Bon aussi, les thermes de Caracalla, c'est pas de la merde. C'est grand comme 2 fois l'Aqua Boulevard, et ça peut accueillir 2 fois plus de baigneurs, c'est-à-dire 1600 baigneurs. Et enfin, le commerce, l'import-export de marchandises, notamment de denrées alimentaires. Vous vous souvenez du marché méditerranéen intégré. Et donc le commerce suit également une courbe en U. L'essor de ce commerce, qui est au cœur de la richesse romaine, est favorisé par 2 facteurs. 1, la monnaie commune, l'euro, je veux dire la sesterce. Et 2, les lois romaines, le fameux code romain qui permet notamment de faire des contrats. Bah oui, les petites astérix en bas des contrats, c'est chiant, mais en même temps, c'est hyper important que le commerce soit sécurisé par des lois. Ça évite que le capitaine du bateau se casse avec toute votre cargaison d'huile d'olive et que vous ne le voyez plus jamais parce qu'il est parti avec le pactole, bien au chaud, tranquille pépère, prendre sa retraite sur une île grecque. Bon, donc si on récapitule, les propriétaires terriens gagnent de l'argent grâce aux produits de leurs terres agricoles et du commerce des denrées alimentaires. Avec cet argent, ils font vivre des travailleurs, libres ou esclaves, notamment en leur faisant construire des insulas ou des domus, et également en leur achetant les fruits de leur artisanat. Les hommes libres et les affranchis, en retour, leur payent le loyer de leur appart. Voilà, c'est très caricatural, mais ça fonctionne un peu comme ça. Voilà, donc vous vous baladez dans une ville romaine. Qui sont les gens que vous rencontrez, que vous scrutez et que vous jugez? Voici une estimation de la structure sociale de la ville de Pompéi. Pompéi, petite ville italienne de province, environ 10 à 15 000 habitants, prenons 10 000 pour simplifier. Il y a environ 500 domus et 500 ateliers d'artisanat à Pompéi. Alors d'abord on a les habitants des domus, donc les riches propriétaires terriens. Environ 2000 personnes, donc une personne sur 5, une famille par domus. Dans chaque domus, il y a le pater familias, la matrone et 2 marmots. Bon, eux, ils gèrent le patrimoine. Ensuite, pour chacune de ces familles, on a leurs esclaves domestiques. 4000 personnes, un peu plus d'un tiers de la population. Dans chaque domus, il y a 8 esclaves, 4 adultes, 4 enfants. Ça fait en gros 2 fois plus d'esclaves que de maîtres. Enfin, les derniers 40-50% de la population, c'est ceux qui travaillent dans les ateliers d'artisanat. Parfois des esclaves, mais surtout des affranchis et des hommes et femmes libres qui forment la fameuse classe moyenne urbaine. Tiens, on peut faire remarquer un truc, c'est qu'en gros, 1 habitant sur 2 sont des enfants. Ça, on n'a pas l'habitude dans notre société hyper vieillissante, où en gros, à 1/4 de la population a moins de 18 ans, mais ça devait sacrément piailler dans les rues. Oh, qu'ils sont mignons! Voilà, le point important ici, c'est que les classes sociales ne sont pas si figées que ça dans une société patrimoniale, où en gros, avoir la terre, c'est la source de la richesse et du pouvoir.
Alors bien sûr, dans les domus, on rencontrera les grandes familles nobles romaines, mais pas que. On y rencontre aussi des affranchis ou des hommes libres qui ont fait fortune grâce à leur travail dans l'artisanat ou dans le commerce. C'est des espèces de nouveaux riches en fait. Alors oui, ils sont cordialement méprisés par les nobles, mais ils existent. C'est la preuve d'une certaine fluidité sociale. L'ascenseur social fonctionne, et la classe moyenne travailleuse peut accéder au patrimoine. Cette fluidité sociale s'appuie d'ailleurs en ville sur une forte alphabétisation. Alors c'est hyper dur de savoir quel est le taux d'alphabétisation à l'époque, il y a beaucoup de controverses là-dessus, mais en regardant la diversité des graffitis de Pompéi, il est assez clair que, outre les habitants des domus, il y a une partie significative de la classe moyenne qui savait lire et écrire, au moins partiellement. Voilà, pour les Romains comme pour nous, les villes, c'est l'endroit où les choses se passent, où tout s'accélère. C'est le lieu de la mondialisation, de la croissance économique, du pouvoir, de la culture, mais c'est également le lieu des épidémies, de la pollution, bref, des problèmes sanitaires. C'est l'endroit où l'affrontement entre la classe travailleuse et la classe rentière est le moins inégalitaire, car c'est un lieu d'opportunité, d'alphabétisation et de fluidité sociale. C'est le lieu d'émergence de la classe moyenne qui, et ceci est vrai de tout temps, est garante de la cohérence d'une société. Ok, aujourd'hui on a vu que l'Empire romain était très urbanisé, environ 20%, avec un réseau urbain gravitant autour de Rome, 1 million d'habitants et de quelques grandes métropoles régionales commerciales. On a également vu que les villes étaient un piège démographique, mais qu'elles ont néanmoins cru jusqu'à l'apogée de l'Empire en attirant les populations des campagnes grâce à leur économie dynamique. Cette économie était basée sur l'artisanat, la construction et le commerce. Enfin, nous avons épluché la structure sociale des villes, avec environ 20% de propriétaires terriens, 40% d'esclaves domestiques et 40% de classes travailleuses, dont la fameuse classe moyenne urbaine. La ville était le lieu où la classe moyenne pouvait s'enrichir, accéder au patrimoine et emprunter l'ascenseur social, qui a pas mal fonctionné au moins jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Et voilà, la prochaine fois, nous conclurons notre panorama économique et social de la Rome antique avec la base économique de la puissance romaine, l'économie rurale. Les pécores, quoi. À bientôt!